J'ai le grand plaisir d'être avec mon collègue, le docteur Philippe Séguesser, ancien directeur médical de l'hôpital Rivière-Chablais, spécialiste en anesthésiologie, qui aussi s'est formé aussi en hypnose. Philippe, on s'est vu l'année passée, le mois d'août, il y a à peu près 9 mois maintenant, qu'on se revoit. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire un deuxième interview. J'ai voulu absolument te revoir. Tu sais pourquoi? Dis-moi. Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. Tu as eu des périodes assez difficiles ces derniers 12 mois, mais pour nous tous, c'était compliqué ces derniers 2 ans. Donc, on va parler beaucoup de choses ce prochain 45 minutes, 1 heure. Mais je te donne tout de suite la parole. Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur de partager avec nous? Alors d'abord, merci beaucoup Klaus de me redonner la possibilité de pouvoir être interviewé et de m'exprimer sur des questions qui me troublent depuis passablement de temps, puisqu'on les échange, et ça fait 2 ans qu'on échange sur la problématique de cette crise qui a été présentée comme étant une crise sanitaire au départ, et qui s'est révélée être une crise multifactorielle, enfin multiple, qui a concerné, c'était une crise politique, c'était une crise économique, une crise sociétale, une crise des médias, de l'information, une crise médicale et scientifique, une crise, à mon avis également, qui touche le côté spirituel, religieux ou spirituel. On est maintenant dans une phase où la médecine a des capacités absolument extraordinaires d'interférer avec le génome humain en particulier. Donc on est dans la dynamique du transhumanisme. Quand on fait référence par exemple à Hariri, qui a écrit ce bouquin Homo sapiens, qui d'ailleurs met juste au-dessous Homo sapiens à Homo Deus. Ça veut bien dire, en fait, vers quelle évolution il conçoit l'être humain, un être humain qui se substitue à Dieu et qui devient lui-même Dieu dans le cadre d'un transhumanisme qui lui fait même presque espérer l'immortalité. Donc, évidemment, toutes ces questions-là, si on les embrasse toutes en même temps, elles interrogent énormément. C'est la raison pour laquelle on a échangé plusieurs fois sur ces divers aspects qui dépassent le cadre purement médical et qui dépasse le cadre purement personnel, même si mon expérience personnelle, je la partage volontiers avec les auditeurs qui voudront bien manifester de l'intérêt. Tu sais, j'ai beaucoup de plaisir de t'écouter, parce que tu es très, très nuancé dans ta parole. Moi, j'ai cherché des gens avec qui je peux échanger sur le sujet, mais j'ai trouvé peu de collègues, peu de personnes qui sont d'accord d'en parler, qui osent dire ce qu'ils pensent. Tu as le courage, déjà l'année passée, d'en parler. Tu as continué à parler, et c'était pas toujours facile pour toi. Non, c'était pas toujours facile. Je me suis passablement engagé sur le plan politique avec les Amis de la Constitution, notamment dans le cadre de ces 2 référendums et ces 2 votations, au terme duquel, au mois de novembre, lors de la 2e votation, jusqu'alors, je m'étais beaucoup engagé. Ça m'a valu d'ailleurs beaucoup d'ennuis, si jamais on en parle volontiers, parce qu'il y a des choses quand même assez particulières qui me sont arrivées. J'ai souhaité marquer un temps d'arrêt pour me donner un peu de recul, continuer à m'interroger, à me nourrir d'informations qui me viennent, que je vais chercher. Mais je souhaitais être un peu plus en retrait par rapport au côté actif que j'avais manifesté jusqu'à la fin de ces 2 processus référendaires. C'est vrai que pour moi, le résultat de la votation m'a surpris. Je dirais même choqué, puisque le citoyen suisse n'a pas jugé finalement qu'il était apte à pouvoir juger par lui-même, décider par lui-même, être responsable par lui-même, qu'il était prêt à plébisciter un pass sanitaire et à donner finalement aux autorités, ou continuer à donner aux autorités, la possibilité de lui imposer des choses, considérant que ces autorités avaient
plus de légitimité à lui imposer que lui-même décider ce qui était bon pour lui. C'est vrai que la démocratie aujourd'hui, elle devrait se reposer finalement sur le sens des responsabilités de chaque individu. On accorde à chacun le droit de vote de manière comparable d'un individu à l'autre, quelles que soient ses opinions, quelle que soit la capacité qu'il a de pouvoir raisonner vis-à-vis des questions. C'est juste et c'est normal. C'est comme ça que c'est évolué. Mais de la part de nos autorités, à l'inverse, il faudrait que les autorités respectent aussi l'individu, respectent sa possibilité de pouvoir intégrer un certain nombre d'informations et trouver la réponse la plus légitime. Là-dedans, ça veut dire la responsabilité individuelle, mais ça veut aussi la notion de la responsabilité collective. Et j'ose espérer quand même que nos autorités, pour moi ça c'est l'autorité, c'est exprimer à la population le fait qu'on est confronté tout d'un coup à une problématique importante et qu'on va solliciter l'intelligence des gens, la capacité de pouvoir réfléchir de manière responsable vis-à-vis de la collectivité, plutôt que de leur imposer au prix de sanctions si on ne les respecte pas. Donc on est vraiment entre l'autorité et l'autoritarisme. Et ce qui m'a très surpris, c'est finalement de constater que le Suisse a préféré l'autoritarisme d'une autorité à qui on conférait tous les droits, plutôt que de se réapproprier sa propre histoire et sa manière de pouvoir légitimement approcher des choses. Donc là, j'étais très choqué, comme d'ailleurs j'avais été à l'époque choqué par une initiative qui n'avait pas passé, qui était celle de l'initiative pour des multinationales respectueuses de l'environnement et des droits humains. Pour moi, il était évident qu'on ne pouvait pas faire autre chose que de dire oui, c'est normal, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Et il est légitime de demander à ces multinationales de respecter les éléments que l'on est censé porter, qu'on a voulu. Et donc, tout d'un coup, de constater que la collectivité, la société a préféré dire non parce qu'il y avait un intérêt financier en jeu, ça risquait de froisser ces multinationales pour lesquelles on récupère aussi une bonne partie de notre prospérité. J'ai trouvé que là, on plaçait l'aspect économique au devant de l'aspect éthique. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement préoccupant. Donc, comme ça a été un choc, et puis que ça m'a valu passablement d'ennui, j'ai préféré me mettre un peu en retrait, prendre le temps de la réflexion. Voilà. Et maintenant, je reviens vers toi, sollicité par toi, pour aborder finalement cette période de transition sur différents aspects qui me sont arrivés, qui sont personnels, mais qui évoquent beaucoup d'autres choses autour de ma personne qui n'a finalement pas d'intérêt en soi. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a autour de ce que j'ai vécu dans le cadre de ma société médicale auquel j'appartiens. 30 ans d'activité au sein d'une société vaudoise médecine où j'ai eu des fonctions, des responsabilités, notamment d'essayer de défendre les intérêts d'un corps médical, mais pas les intérêts financiers. Les intérêts pour que le corps médical ait une posture à l'intérieur des hôpitaux, une liberté de parole, une autonomie vis-à-vis d'une logique qui est plus administrative ou de gestionnaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la médecine, c'est un commerce. J'avais écrit d'ailleurs un article à ce sujet où je mettais en balance finalement dans l'évolution du système de santé. Est-ce que c'est un enjeu économique ou un choix éthique ? Donc pour moi, avec les réformes qui ont eu lieu en Suisse dans le domaine du financement notamment hospitalier, commençait à se poser la question de savoir si finalement la médecine n'était pas devenue avant tout un commerce, quelque chose qui est lucratif, et que cet aspect-là purement prenait le pas sur l'aspect médical, scientifique. Et dans ces conditions, c'est vrai que d'attribuer à un corps médical trop d'autonomie, ça a commencé à devenir dangereux parce que les médecins peuvent à ce moment-là réagir en toute légitimité. Malheureusement, l'évolution des conditions de travail de mes collègues en milieu hospitalier a
pour moi, évolué de la mauvaise manière. Ils sont devenus des outils d'un appareil. Ils obéissent avant tout à une logique institutionnelle avant d'obéir à leur éthique professionnelle, à leur liberté thérapeutique. Philippe, quand on parle aujourd'hui de la situation des médecins, comment tu vois la responsabilité des médecins, peut-être dans deux cas de figure différents, d'une part au milieu hospitalier et d'autre part dans le milieu extra-hospitalier, puisque les conditions de travail, les cadres sont très différents. Alors je peux imaginer que pas tout le monde était content avec ce qui était décidé, c'est toujours comme ça, pas tout le monde est d'accord avec les décisions prises. Quelle est la marge de manœuvre des médecins hospitaliers si on n'est pas d'accord avec les décisions, par exemple, ce qui s'est passé ces derniers 2 ans? Quelle est la marge de manœuvre d'un tel médecin? C'est intéressant que tu me poses cette question, dans la mesure où, pour moi, un médecin hospitalier ou un médecin qui travaille en tant qu'indépendant libéral répond à finalement les mêmes dispositions éthiques, les mêmes valeurs. Il s'agit avant tout d'une relation interindividuelle entre le médecin et son patient, a priori protégé, qui ne devrait pas souffrir de pression extérieure. Et la relation de confiance s'établit entre personnes. Vous inspirez confiance, vous donnez votre confiance. Et dans le cadre, par exemple, des discussions qu'on a avant les interventions chirurgicales, c'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire que c'est vraiment une relation interhumaine dans laquelle vous avez quelqu'un qui s'interroge sur le bien fondé d'une intervention, de son importance, du risque. Tu parles de l'interaction avec le patient, mais aussi entre les professionnels. Alors, oui, entre les professionnels, bien sûr que ça joue aussi un rôle. Alors, là où ma réflexion chemine, c'est que dans le milieu hospitalier, j'ai toujours espéré que cette relation interhumaine, qui était la base d'une relation thérapeutique entre un médecin et son patient, soit préservée. J'ai toujours essayé de préserver ça et de défendre cette idée-là. Même si, effectivement, dès qu'on est dans un milieu hospitalier, on travaille avec d'autres médecins, et ça nécessite aussi la capacité qu'on a de pouvoir travailler de manière interdisciplinaire et pluridisciplinaire. Les soignants font aussi partie de l'équation. J'ai eu la chance, quelque part, d'appartenir à l'anesthésiologie, qu'on imagine être une discipline finalement très spécialisée, mais qui n'est pas tant que ça, dans la mesure où l'anesthésiologie touche à beaucoup de domaines et offre des services à beaucoup de domaines, qu'ils soient chirurgicaux, médicaux, enfin bref, il y a beaucoup de domaines qui sont à mettre en relation, les unités de soins intensifs, etc. Et c'est assez surprenant de voir que parmi les médecins qui ont passablement réagi lors de cette crise, on a eu quelques médecins anesthésistes, dont je vais citer Louis Fouché, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui était un personnage très courageux, qui était aussi médecin anesthésiste et qui avait cette vision d'ensemble, médecin hospitalier, en relation avec différentes disciplines médicales. J'aimais bien cette vision de l'anesthésie comme étant le ciment entre les briques et les spécialités, les briques elles-mêmes. J'ai beaucoup essayé de défendre cette idée que finalement l'efficacité d'un hôpital ne résidait pas seulement par la capacité que chaque spécialité a d'être très performante dans son milieu, mais aussi et surtout par la capacité que ces différentes disciplines ont de travailler entre elles. Et c'est vrai qu'en tant qu'anesthésiste, on était justement, j'étais dans cette relation interdisciplinaire à devoir intégrer un certain nombre de choses qui viennent de spécialités que je ne maîtrise pas, mais pour lesquelles je dois avoir une écoute, une capacité de pouvoir intégrer leur spécificité. Donc, on est rassembleur et on crée l'unité. Donc, c'est vrai que du point de vue anesthésiologique, ça m'a beaucoup intéressé d'être face à cette situation-là. Maintenant, pour revenir à la problématique des médecins, c'est vrai que même si la caractéristique de départ de la relation privilégiée médecin-patient est la même, qu'on soit en médecin indépendant ou médecin hospitalier,
le planning, enfin l'évolution, l'historique est très différent. Parce qu'à partir du moment où vous devez répondre quand même en partie à une logique interdisciplinaire, hospitalière, où beaucoup d'intervenants sont là, où la question de la gestion joue un gros rôle, dans lequel il y a des pressions importantes au niveau de la gestion, même politique, les problématiques deviennent différentes et l'individu commence à se noyer dans l'institution. Et ça m'a quand même passablement troublé parce que progressivement, on a vu arriver finalement l'imposition d'une logique institutionnelle au détriment d'une logique interindividuelle et médicale, où tout d'un coup, les médecins devaient davantage obéir à une logique institutionnelle avant d'obéir à leur éthique professionnelle. Les gestionnaires, les administrateurs ont très bien compris qu'il y avait juste un problème là de compréhension et d'adaptation. C'est la raison pour laquelle, lorsque, en tant que directeur médical, mais après aussi en tant que doyen du corps médical et en tant que président du groupement des médecins hospitaliers, j'étais amené à négocier la convention collective de travail des médecins qui ont travaillé dans l'hôpital Rivière-Chablais où j'exerçais. Et donc, on est entré en discussion. Une convention qui était valable pour tout le canton. Voilà, c'est ce que voulait. Donc, c'est vrai que pour l'historique, pour reprendre l'historique, j'ai commencé mon activité en tant que médecin-chef dans un hôpital régional avec un contrat de mandat, c'est-à-dire un contrat d'indépendant. On me donnait un mandat, c'était de faire de l'anesthésie, de faire le mieux possible, mais c'était mon mandat et personne ne venait gêner cette problématique-là. Et le salariat a finalement modifié quand même un peu les choses progressivement, puisque même si on était salarié, on a au moins dans un premier temps gardé une certaine indépendance. Et après, on est devenu progressivement employé pour finalement répondre à cette logique hospitalière et de logique institutionnelle. Dans le cas de la négociation de ces contrats de travail, nous avions négocié que la liberté thérapeutique du médecin soit garantie, pour essayer d'éviter à ce qu'une logique de gestion, par exemple, toute bête, on va vous imposer un type de prothèse aux orthopédistes parce que c'est meilleur marché, on a un contrat avec un grand groupe qui en fournit des très valables, et puis maintenant, vous, médecins, vous allez vous adapter, vous allez utiliser ces prothèses qui sont moins chères, et donc c'est ça que vous allez utiliser. Et pour se prémunir quelque part de telles ingérences sur l'activité professionnelle, on peut imaginer qu'il puisse y avoir quand même une certaine standardisation. Et pour ça, les médecins doivent faire aussi un effort de s'adapter à ça. On ne peut pas chacun avoir des idées complètement... Donc il y a une notion de cohésion quand même hospitalière. On a négocié cette liberté thérapeutique garantie. Et c'est une longue histoire courte, en fait. Hein. Ça, c'est un point très important. J'ai été interpellé à un moment donné dans le cadre de cette évolution. J'étais déjà hors périmètre de cet hôpital, mais j'avais gardé mon poste de président du groupement des médecins hospitaliers. Donc, j'étais, si vous voulez, si tu veux, le répondant du corps médical hospitalier dans le cadre de la Société vaudoise de médecine. Donc, en tant que président du groupement de médecins hospitaliers, je devais veiller à la bonne application des conventions collectives de travail dans certains hôpitaux, etc. Et un jour, je reçois un téléphone d'un collègue qui travaille justement à l'hôpital Rivière-Chablais, qui m'a interpellé pour me dire mon contrat prévoit la liberté thérapeutique pour les médecins-chefs, je suis médecin-chef et je reçois une décision administrative comme quoi je ne peux plus traiter avec un médicament les patients qui viennent en ambulatoire dans le service dans lequel j'exerce. Alors, évidemment qu'étant un des négociateurs et ayant insisté pour que la liberté thérapeutique soit préservée et pas flouée, violée, comme ça semblait être le cas, j'ai proposé mon concours pour qu'on entre en discussion avec
la direction hospitalière en question et pour qu'il puisse à nouveau traiter, utiliser les médicaments qui lui paraissaient les plus opportuns pour traiter les patients dont il avait la charge. Donc il y a eu, on passe les détails, mais finalement, ce qui est intéressant, c'est la manière, à part les obstacles en amont pour que je parvienne à cette négociation, j'ai finalement été invité à participer à une discussion dans l'hôpital qui s'est faite avec l'administration, mais aussi avec un corps médical, pour savoir s'il était opportun de laisser ce collègue continuer à traiter avec ce médicament. Et là, j'ai assisté probablement à une des séances colloques médicales les plus surprenantes auxquelles j'ai été amené à participer. J'étais là comme modérateur. J'avais expliqué au directeur médical de l'époque que je venais en tant que défendeur de la liberté thérapeutique, mais je ne venais pas discuter de l'aspect scientifique du bien fondé de cette molécule. Donc je venais parler de cela. Selon convention. Selon la convention. Et donc là, j'ai assisté à un colloque médical dans lequel le collègue en question qui se réclamait de cette liberté thérapeutique a parlé des cas qu'il avait traités avec d'excellents résultats, même si le nombre de cas était relativement faible, ne permettait pas d'être déterminant pour pouvoir, disons, les résultats étaient bons et on ne peut pas dire qu'il y ait eu quoi que ce soit comme décès. Tous les patients étaient traités ambulatoirement. Et tout se faisait dans la légalité. Tout se faisait dans la légalité. Et donc il a présenté ses résultats, il a appuyé ses résultats en y mettant quelques articles qui semblaient aussi démontrer l'utilité de cette molécule pour traiter. Ça semblait tellement convaincant que pour moi, l'affaire était faite. Enfin, je voyais difficilement comment on pourrait lui interdire par la suite de continuer de traiter les patients de cette façon-là. Et faisant suite à sa démonstration, un médecin qui est universitaire, infectiologue, est venu expliquer, avec des articles à l'appui choisis, que cette molécule était non seulement inefficace, mais dangereuse et qu'il ne fallait absolument pas l'utiliser. Deux mondes incompatibles, quelque part, parce que deux conclusions complètement opposées l'une à l'autre. Et pragmatiquement, comme moi j'ai toujours exercé de cette manière-là, la pratique, l'expérience, ce que notre collègue nous montre là mériterait que, même si on a des doutes sur cette molécule et son utilité, avec les résultats qu'il avait, il était difficile de dire non, enfin, de l'obliger à arrêter. Donc pour moi, l'affaire était faite et j'ai dit, mais au fond, avec les résultats qui semblent vouloir démontrer, la satisfaction des patients, ça me semblait absolument logique qu'on lui accorde de pouvoir continuer sous cette forme. Et là, le médecin universitaire s'est levé et nous a dit certes, l'expérience est importante, mais on peut plus faire de la médecine comme ça. Donc, d'un seul coup, ce médecin a balayé toute ma pratique professionnelle. Alors, je ne dirais pas toute, parce que bien sûr, je lisais, etc. Il y a une nécessité de se mettre au point par rapport aux techniques, etc. Comme médecin anesthésiste, on doit d'ailleurs le faire. C'est légitime de le faire. Mais ma pratique, je l'ai bonifiée avec mon expérience, avec l'expérience de mes autres collègues. Et pour moi, l'expérience, le bon sens, était probablement prioritaire à toute forme de logique. Surtout si on se fait référer encore quand même à des articles qui sont sortis dans le British Medical Journal, par exemple, qui parlent de corruption dans le monde de la littérature scientifique, qui sont commandités par des gens qui ont des intérêts. Donc on doit, même si c'est intéressant et important de s'appuyer sur les articles scientifiques, avoir toujours un peu de circonspection par rapport aux résultats. Donc voilà, j'ai été surpris de constater que ce médecin pouvait faire ou envisager que la médecine de demain ou d'aujourd'hui même
ne pouvait que se faire exclusivement sur la base d'articles randomisés, double aveugle. Bon, ma question, c'était quelle est la marge de manœuvre d'un médecin hospitalier si on n'est pas d'accord avec une mesure qui a été décidée, ou une décision qui a été prise dans le cadre de l'hôpital. Évidemment, il faut s'adapter à un certain point, ça c'est clair. Quand la direction décide, voilà, on utilise la prothèse X, voilà, certaines marges de manœuvre à discuter, je comprends ça, il y a des enjeux économiques, mais on est quand même dans un autre cas de figure là, parce qu'il y avait une convention qui a été signée par les hôpitaux pour respecter la liberté thérapeutique. Donc, ce médecin dont tu nous parles, il exerçait sa médecine, la médecine, dans toute la légalité, à la satisfaction des patients qui ont du moins allé à l'hôpital parce que il a appliqué un protocole qui, selon lui, il a estimé une certaine efficacité, avec moins d'hospitalisation, mais qui n'était pas encore reconnu dans les recommandations nationales ou d'une société spécifique, comme la Société pour l'infectiologie, par exemple. Et l'universitaire est venu, il dit, voilà, comme ça il faut faire. Et donc, toute l'expérience faite par cet médecin, d'un coup, ne valait plus rien. C'est ça, exactement. C'est ça. Et d'un coup, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé là, d'un coup? Donc, on a négocié quelque part pour ne pas froisser une décision d'ordre plus politique qu'autre chose. On a négocié le fait que ce collègue, plutôt que de pouvoir continuer avec l'hydroxychloroquine, en l'occurrence, que la direction serait en accord avec le fait qu'il traite avec l'ivermectine ces patients. Voilà. Donc c'était une négociation où le collègue on a fait un pas dans la direction pour éviter que ça se dégénère trop et qu'on soit face à un conflit frontal. On aurait pu continuer, mais je pense qu'à ce stade, il était plus raisonnable aussi pour les patients eux-mêmes, vu l'intérêt que représente l'ivermectine comme molécule pour traiter, de négocier de cette manière-là, ce qui laissait quand même la possibilité à ce médecin de pouvoir poursuivre de traiter. Alors, ce qu'il a finalement fait. Ce qu'il a fait avec l'ivermectine, avec cette fois une casuistique il y avait supérieure. Une porte-sortie là pour garder la liberté thérapeutique quelque part sous forme d'une autre molécule. Mais, ce qui est absolument phénoménal, c'est pour pouvoir continuer à traiter les patients qui arrivaient. Donc c'est quand même assez surprenant, assez troublant de constater qu'on est obligé de négocier sous cette forme-là pour permettre à un médecin de pouvoir continuer à traiter. Et pas à attendre que les gens se péjorent à la maison pour qu'ils arrivent finalement à l'hôpital dans des conditions catastrophiques. Donc, ça me semblait légitime de pouvoir... voilà. Il a fait, il a continué. Il l'a fait. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il a donc traité au total jusqu'à 350 patients ambulatoirement, avec de bons résultats, puisque hormis 4 ou 5 patients qui ont nécessité une hospitalisation du fait de leur état, aucun décès. Et pour tous les autres, donc 345 personnes, ça a été un traitement ambulatoire. Tous guéris. Tous guéris. Donc, face à une situation comme ça, ça a commencé à se savoir. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ont commencé à faire état que face à d'autres hôpitaux où on ne traitait pas avec cette molécule, les résultats semblaient bons dans cet hôpital, avec ce responsable. Ça a commencé à se savoir, ça a commencé à faire un peu caisse de résonance. C'est arrivé aux oreilles de l'État, des autorités qui se réfèrent à des scientifiques qui expriment le fait que ces molécules ne sont pas recommandées et qu'il faut
pas les administrer. Pourtant, on est toujours parfaitement dans la liberté parce qu'il y a la porte de la prescription off-label Oui. que médecin hospitalier, dans le cadre de la liberté thérapeutique, peut appliquer. Absolument. Alors, encore une fois, pour revenir à la notion de liberté thérapeutique, la liberté thérapeutique n'est pas là pour protéger le médecin pour qu'il fasse n'importe quoi. Elle est là pour protéger la relation et pour permettre au médecin de travailler en son âme et conscience, au plus près de sa conscience, donc avec ses connaissances. Elle n'est pas là pour protéger des situations où on fait n'importe quoi. Et là, en l'occurrence, on ne faisait pas n'importe quoi puisque tant l'hydroxychloroquine que l'ivermectine, mais encore plus l'ivermectine, la marge thérapeutique est très élevée. L'ivermectine est vraiment un peu d'effets secondaires, même à des doses relativement élevées, contrairement à ce que disent des hommes politiques irresponsables qui racontent n'importe quoi concernant l'ivermectine alors qu'ils n'ont aucune compétence de le faire, en présentant l'ivermectine comme un remède de cheval. Ces gens-là feraient mieux de rester là où ils doivent être et qu'ils laissent travailler les médecins avec leurs compétences. Voilà, ça c'est un petit aparté, une petite flèche que je lance aux autorités et aux hommes politiques qui sortent de leur domaine de compétences. Là, en l'occurrence, je pense qu'on aurait dû continuer à laisser traiter ce médecin avec l'ivermectine, surtout avec les résultats qu'il avait. Donc, il y avait une deuxième séance. Tu nous as parlé de la première séance où Oui. on lui a dit, voilà, il faut plus prescrire, mais on te laisse faire avec une autre molécule. C'était juste la période où l'ivermectine a été étudiée de plus en plus. On a vu selon certaines études, une certaine efficacité. Donc, il a continué de prescrire. Ça fait un peu de bruit. Oui. Donc, il y avait une deuxième réunion qui était provoquée par la suite. C'est ça. L'hôpital universitaire en particulier a réagi, les autorités aussi, donc politiques. Des pressions sont exercées probablement sur la direction de l'hôpital pour qu'un nouveau colloque s'organise autour de la discussion concernant l'ivermectine. Je n'ai pas assisté du tout à ce colloque. Par contre, j'ai eu le résultat. J'étais à l'époque plus président du groupement des médecins hospitaliers, mais je l'ai appris, comme tout le monde, que ce médecin avait reçu l'interdiction de continuer à traiter avec l'ivermectine. Malgré la liberté thérapeutique des médecins cadres hospitaliers. Alors, j'aimerais là exprimer à quel point j'étais choqué de cette situation et à quel point je suis solidaire à l'égard des médecins qui ont eu le courage de traiter. Et quand je dis le courage de traiter, il y a certains pays limitrophes, comme la France, où certains médecins qui ont eu ce courage d'être des vrais médecins, de traiter, l'ont payé très cher, puisqu'ils l'ont payé par une interdiction de pratique. Beaucoup d'admiration. C'est vrai que ma position était un peu différente, puisque j'arrivais à la fin de ma carrière, donc les risques étaient moindres, puisque je n'ai pas de cabinet médical, j'ai arrêté mon activité médicale. Donc j'ai beaucoup de respect pour ceux qui vont jusqu'au bout dans leur intégrité professionnelle, et qui, malgré des sanctions terribles pour eux, qui ont des conséquences familiales pour eux, etc., pour leur équilibre financier, mais aussi pour l'équilibre personnel, doivent renoncer à ce qu'ils ont appris. Et ça doit être terrible. Donc moi, j'étais aussi très, très choqué. Voilà, je ne sais pas à ce stade comment ce médecin a pu s'adapter, comment il prévoit de poursuivre dans des conditions qui ne répondent pas à ce que son éthique professionnelle lui dit de faire. Ça devient une équation extrêmement difficile, médicalement parlant. Il y a un conflit personnel qui résulte d'une telle situation, parce qu'il s'implique pour soigner les gens, il fait ses stades, il fait un travail tout à fait structuré, mais d'un coup, il ne peut plus continuer, il doit envoyer les patients à la maison sans traitement. Donc, il y a un conflit personnel qui en résulte. Et c'est ça ce que tu dis, ça doit être terrible, c'est ça ce que tu penses, à quoi tu penses quand tu dis, voilà, ça doit être terrible. Oui, je ressens ça comme
le fait de devoir répondre à une forme de totalitarisme médical ou scientifique. Et ça dépasse de très loin le cadre dans lequel l'exercice médical doit se pratiquer. C'est absolument anormal qu'on en arrive à des situations comme ça. Moi, je ne peux pas imaginer qu'on puisse faire une médecine de cette manière. Et quelle crédibilité. Et c'est probablement une des choses qui m'a aussi beaucoup troublé. C'est quelle crédibilité une médecine peut avoir lorsque elle se comporte comme ça à l'égard de certains médecins. Et encore une fois, j'aimerais quand même dire que ces molécules, en particulier l'ivermectine, ne sont pas dangereuses. Il ne fait pas de mal. C'est pour ça qu'à un moment donné, je disais, au pire, même si ça n'est pas efficace, pourquoi ne laisseriez-vous pas ce médecin continuer à pratiquer ? C'est du jamais vu dans l'histoire de la médecine qu'on interdise dans ces conditions. Alors Philippe, comment tu vois le rôle des médias ? Je te donne juste raconte une petite anecdote. C'était, je sais plus, août-septembre l'année passée. Je suis allé au boulot. Je m'arrête encore devant un café pour boire un café pour un croissant. Je vois le journal et j'ouvre le journal. Je vois l'article qui commence avec les phrases suivantes. Vous n'êtes pas une vache, vous n'êtes pas un cheval. Arrêtez à prendre l'ivermectine. Et puis je dis, c'était venu si je me souviens correctement, de la FDA finalement qui disait ça, donc l'autorité qui est responsable pour l'enregistrement des médicaments, pour la sécurité des médicaments aux États-Unis. Et puis quand les médecins voient ça dans un journal, pourtant, il y a des articles publiés sur la molécule. On peut discuter des articles. Est-ce que la méthodologie est bonne? Est-ce que ça vaut quelque chose ou pas? C'est tout d'abord le rôle des universitaires, je suis d'accord. Après, il y a l'expérience du terrain que nous, on fait, qui vaut aussi quelque chose. Et à mon avis, les stratégies de santé publique devraient se construire dans cette friction entre la réalité pure, quotidienne des médecins qui touchent la réalité, les médecins traitants, tout d'abord, qui devraient jouer un rôle beaucoup plus important dans le développement des stratégies de la santé publique, au niveau santé publique et au niveau académique universitaire. Alors, quel est le rôle des médias dans ce contexte-là, ce qu'on a vécu, ce qu'on vit depuis 2 ans? La dynamique disons, du débat contradictoire fait partie du monde scientifique. Elle se nourrit de ça. L'unanimité, ça n'existe pas. Donc, à partir du moment où il y a un débat contradictoire, c'est l'échange d'idées, l'échange d'expériences, et la manière d'aborder cet échange-là doit se faire de manière constructive. Essayer d'entendre ce que l'autre a à vous dire, etc. Donc, pour moi, l'échange est absolument indispensable pour progresser. Et si je fais, par exemple, référence à l'obscurantisme qu'il y a eu dans le passé de certaines sociétés médicales, il ne faut quand même pas oublier que dans l'histoire de la médecine, Semmelweis, qui est à l'origine de l'asepsie moderne, a été de son temps complètement mis de côté par l'académie. Il a été complètement marginalisé. On n'a pas voulu l'entendre. Or, c'est lui qui avait raison. L'histoire lui a donné raison. Et je trouve que dès lors qu'on rentre dans une forme de conformisme, dans une forme de obscurantisme, qu'on n'accepte pas la différence, on s'inscrit dans une médecine qui n'est plus une médecine, qui n'est plus une science non plus, mais on s'inscrit dans une espèce de nouvelle vérité qui est imposée de l'extérieur. Et de ce point de vue-là, je pense que les médias ont joué un rôle dévastateur. Elles ont emboîté le pas du conformisme. Et j'étais très surpris, parce que moi j'ai été même attaqué dans le Blick, puisque dans le cadre de ces 2 référendums auxquels j'ai participé de manière assez active, j'ai eu des mots assez forts. Et des techniques sont utilisées pour discréditer les interlocuteurs
comment est-ce que moi, je peux prétendre que je suis anti-vax ? Je ne suis pas du tout anti-vax. Mais le Blick a utilisé ce terme-là qui est quasiment pour moi diffamatoire. J'ai osé exprimer des réserves à l'égard de vaccins d'un nouveau type, dont on connaît les conditions dans lesquelles ils ont été utilisés. J'ai mis des réticences, m'appuyant sur des choses qui sont pour moi de base. C'est le principe de précaution, le principe d'équilibre entre le risque et le bénéfice. Donc, je me suis appuyé sur ces éléments-là pour dénoncer ces nouveaux vaccins qui, en fait, ne fonctionnent pas de la même façon que les vaccins classiques. Et j'ai été automatiquement catalogué d'anti-vax. Donc, j'observe que 90%, si ce n'est pas plus, des médias sont financés et sont financés par des gens qui attendent que les médias aillent dans certaines directions. Des pressions s'exercent pour que l'information auprès de la population se fasse dans un certain sens. Et en parallèle, il existe une forme de censure à l'égard de toute forme autre ou de discrédit même, de toute forme qui va différemment et qui exprime une autre chose. On le voit avec le professeur Raoult, qui a été quand même traité de charlatan, c'est indécent pour un scientifique. Mais à tous les niveaux, vous avez tout plein de médecins qui ont été totalement discrédités. Alors, tu dis les médias jouent un rôle très très important. Maintenant, pour moi, je n'ai toujours pas compris à part des médias qui ont certainement joué un rôle, mais je pense que ce n'était pas que ça, que le dialogue entre collègues est devenu très très compliqué dès qu'on a un avis qui dévie un tout petit peu de la ligne du narratif officiel. Même poser des questions était tout de suite aperçu comme Alors, tout de suite des étiquettes. Oui. C'est un conspirateur ou un complotiste. Oui, il y a des mots consacrés pour ça. Moi aussi, j'ai eu des boules quand j'ai vu, parce que je pose des questions, je lis un peu à gauche, à droite, tout ce que je trouve intéressant. Tu dis tout à fait d'accord, le dialogue entre les médecins. Les médecins, pour moi, ne sont pas forcément des scientifiques. Les scientifiques sont surtout des gens qui travaillent au niveau académique, mais on a tous une formation scientifique. Oui. On devrait être capable à faire une discussion rationnelle. Mais ce n'était pas le cas. Non, pour moi, ça m'étonne, puisque, effectivement, il n'y a pas de complotiste sans comploteur. Il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire que si certains commencent à exprimer des choses en réaction, c'est parce qu'ils sont choqués par le caractère illogique ou le caractère non rationnel de ce qu'on leur oppose. Donc, si le complotisme, c'est faire preuve d'esprit critique, c'est bien. Par contre, si réfléchir, c'est déjà désobéir, ça devient inquiétant. Et j'étais surpris du manque de courage, du conformisme, du manque de curiosité aussi de la part du corps médical. C'est absolument nécessaire en tant que médecin de s'intéresser et d'avoir le courage de traiter les patients selon ce que l'on pense être juste, indépendamment. Alors, qu'on prenne et qu'on considère les autorités médicales comme étant des références pour donner des informations, mais ça reste des informations et ça n'est pas des ordres. Et le médecin doit ou devrait garder justement cette liberté et la saisir et la défendre. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, je me suis vite rendu compte qu'au niveau des hôpitaux, il était difficile pour les médecins de sortir la tête hors de l'eau. Et donc, il vaut mieux, par confort, rester un peu en retrait et ne pas se poser trop de questions, suivre. On est couvert, la responsabilité civile se couvre, on est couvert par les autorités, on fait juste comme des bons élèves. C'est comme ça que les régimes totalitaires fonctionnent, ceci dit en parenthèse. Et c'est comme ça que
au procès de Nuremberg, il y a un certain nombre de personnalités du Troisième Reich qui se sont défendues en disant qu'elles ne pouvaient pas être considérées comme étant responsables du fait qu'elles obéissaient à une logique d'État, une logique qu'on leur... Tu touches des éléments très très personnels. La curiosité, le courage, sortir de la zone de confort, désobéir, ce sont tous des choses qu'on n'apprend pas à l'université. Non, mais je partage ton point de vue. Alors ça fait référence à d'autres, domaines que je maîtrise moins, mais qui m'interpellent également, c'est la formation des jeunes, la manière dont on les forme, comment est-ce qu'on les conditionne à adopter des positionnements par rapport à des situations d'autorité. C'est vrai que c'est clair que c'est difficile pour un éducateur, etc., d'être confronté à des électrons libres qui vous bousculent dans vos certitudes. C'est pas facile, et c'est là que fait référence pour moi à l'autorité. C'est-à-dire que l'autorité, c'est faire preuve de suffisamment de consistance personnelle pour pouvoir faire face à ces contradicteurs et donner du sens. C'est ce que nos autorités auraient dû faire lorsque la société était confrontée à une crise présentée comme sanitaire. Faire référence au sens des responsabilités des individus. Nous sommes confrontés à un problème de société. Nous avons une épidémie contagieuse. Prenez des mesures, faites-le. Mais certes, ils l'ont fait, mais ils l'ont fait pas en sollicitant les capacités que chaque individu a de prendre conscience de cette réalité. Donc, quelque part, toute notre société est faite pour infantiliser les gens, pour leur retirer leur responsabilité individuelle. Être responsable, c'est exister. Hein. Quand on existe, on est responsable de ses actes et de ce qu'on fait. Voilà. Il faut l'assumer. C'est parfois peut-être beaucoup plus commode de suivre, d'obéir, d'être dans les plots et pas avoir d'ennui. Alors, je le regrette qu'il n'y ait pas eu plus de médecins, mais je salue d'autant plus le courage de ceux qui ont osé sortir de ce cadre de confort. Et de ce point de vue-là, sans être du domaine de la médecine libérale, comme j'étais à un poste qui me permettait de discuter de ça au sein de la Société vaudoise de médecine aussi, j'ai eu, presque paradoxalement, soutenu le corps médical extra-hospitalier aussi. Parce que pour moi, dans cette crise sanitaire, les médecins généralistes devaient être au premier plan. C'est eux qui devaient être interpellés les premiers pour pouvoir traiter, soigner les patients dont ils ont a priori la charge, qui les connaissent, qui sont leurs patients avec lesquels un climat de confiance s'établit. Et j'étais quand même assez surpris de voir que peu de ces médecins-là ont emboîté le pas et ont eu le courage de traiter indépendamment des pressions extérieures qu'ils recevaient. Et la grande majorité se sont fiés aux autorités. Et quand je dis aux autorités, ce qui est effectivement extrêmement troublant probablement pour les médecins ou les jeunes médecins en particulier, c'est que ne pas suivre les directives que des professeurs avec lesquels ils ont appris la médecine leur disent, c'est faire preuve quand même de sacré courage et d'indépendance d'esprit de oser aller dans cette direction-là. Donc il y en a beaucoup qui ont choisi de considérer que les autorités universitaires, ces médecins, ces professeurs, qui disaient quelque chose, il fallait suivre à la lettre ce qu'ils exprimaient là et pas trop se poser des questions. Moi, je pense qu'il faut se poser des questions, quel que soit d'où ça vient. Il faut toujours se poser des questions. C'est important de se poser des questions. Alors, encore une fois, je ne suis pas détenteur de la vérité, mais je suis très troublé de la manière dont les choses ont pu évoluer dans cette crise sanitaire, et pas que sanitaire d'ailleurs. Tu trouves pas que c'est aussi une chance maintenant de pouvoir discuter des sujets tels que nous on discute là maintenant, parce qu'il y avait un terrain préexistant à tout cette phase de Covid qui a finalement, voilà, aussi quelque part préparé les choses pour que ça
puisse se faire comme ça se faisait. Hein. Oui. Alors pour moi, évidemment, on vit une période assez troublante, hein, pas seulement sur le plan sanitaire, quoique maintenant les choses se détendent un peu en termes de... On revit un peu notre vie. Mais je pense que... Alors, enfin, je ne sais pas moi qui pense, mais tout le monde s'accorde à dire qu'avec l'immunité induite, notamment par les vaccins, d'autres choses, et la capacité que ce virus a de créer des variants, on sera dans une situation où il va falloir vivre avec cette réalité, comme on a vécu pendant toutes ces années précédentes, avec une réalité des grippes saisonnières, de devoir faire face, la collectivité, à des situations épidémiques. Ça fait partie de la vie, ça fait partie de la nature, ça fait partie des conditions existentielles que d'être confronté à ces situations-là. Comme on l'a vu avec le recul, finalement, cette crise sanitaire qui a touché des gens, et je le regrette, je ne suis pas en train de minimiser les gens qui ont été impactés directement ou dans leur famille, qui ont été impactés très fortement. J'ai beaucoup de respect pour ça. J'ai suffisamment fait de soins intensifs pour constater, pour savoir ce que c'est troublant d'avoir quelqu'un de malade, gravement malade, et de finalement mourir. Il faut raisonner de manière plus globale et de société. C'est comme ça qu'on doit approcher les situation épidémique. Et sur le plan épidémique, quand on voit la mortalité globale d'une année à l'autre, 2021 par exemple, n'a pas été si catastrophique. La première poussée épidémique, effectivement, il y a eu une augmentation de la mortalité. Moi, ce qui m'inquiète maintenant davantage, et je vais juste dire un petit mot là-dessus, c'est la mortalité que l'on constate dans les groupes d'âge qui, normalement, d'une année à l'autre, n'enregistre pas de variables. Et pour moi, ça, c'est assez troublant de le constater alors même que l'épidémie se tasse et que la mortalité due au Covid ou avec le Covid disparaît, qu'on voit des gens, une catégorie d'âge en parallèle de la vaccination qui décèdent et qui ne devraient pas décéder. 500 athlètes dans le monde qui sont des athlètes et qui ne meurent pas, qui meurent après la vaccination, c'est troublant. Ouais, c'est plus que troublant. D'entendre des autorités de l'armée américaine exprimer le fait qu'après la vaccination, au sein de l'armée américaine, ils ont revu des pathologies en augmentation, certains cancers, décès, thromboemboliques, enfin, tout ça interpelle sur un autre aspect de cette crise sanitaire qui est la problématique vaccinale. Ça, c'est une autre chose. Pour revenir à la problématique des médecins généralistes, j'ai aussi été surpris de voir qu'ils n'ont pas suffisamment revendiqué leur positionnement, leur place. En particulier dans la vaccination. Enfin, pour moi, il était légitime, dans les conditions où ça se faisait, avec un nouveau produit qui n'est pas d'une vaccination classique, ils revendiquent absolument d'être en première ligne pour assumer cette responsabilité vaccinale. Ils l'ont fait partiellement, mais ils ont peu été entendus par la santé publique qui voyait ça plutôt comme une vaccination de masse à effectuer de manière rapide. Mais pour moi, les conditions de l'exercice de la vaccination, c'est-à-dire le consentement libre et éclairé, comme n'importe quel geste chirurgical, puisque l'on sait maintenant que la vaccination, telle à ARN messager en particulier, est beaucoup plus invasive qu'une piqûre classique pour une vaccination classique, qu'elle interfère quand même avec l'immunité, qui a des effets secondaires majeurs, qu'à long terme, on ne sait pas ce que c'est. Et là, je dois dire le courage aussi de la structure dans laquelle j'appartiens, qui est Info Santé, qui ont osé demander successivement, 2 fois de suite, un moratoire vaccinal pour ces vaccins-là, considérant qu'on n'avait pas suffisamment d'informations pour pouvoir oser aller dans cette direction aussi largement. Et maintenant, on a 70% de la population qui est vaccinée. Doublement, ce sera peut-être triplement, peut-être qu'avec les nouveaux variants, la population sera de nouveau sollicitée, et ça de manière de plus en plus instante, alors qu'on est quand même encore dans une phase
d'études cliniques. C'est quand même très troublant de constater une chose comme ça. Tu parlais tout à l'heure des hommes politiques et tout le monde est devenu un expert. Alors, c'est effectivement un phénomène jamais vu auparavant, que voilà, d'un coup, tout le monde sait parler des spécialités. Bien avant, on a eu des gens qui ont étudié la matière et qui savaient, je trouve, mieux dont ils parlent. Mais c'était pas forcément le cas pendant cette crise, pas que dans les médias où les journalistes d'un coup aussi ont pris une place dans la désinformation voilà. C'est aussi la problématique du choix de ceux qui sont désignés comme étant des experts, du choix par les hommes politiques, de ceux qui incarnent cette expertise. C'est vrai que le monde politique s'est appuyé sur une task force qui a été identifiée comme étant des experts suffisamment qualifiés et compétents pour pouvoir imposer finalement à tout le monde certaines dispositions qui sont plus que contestables, puisqu'on a vu quand même des sommités mondiales contester un certain nombre de dispositions qui étaient largement admises et dont on a vu à quel point certaines situations étaient absurdes. Le port du masque, enfin, c'était quand même des situations assez discutables. J'aimerais revenir, Philippe, par rapport à cette question que je n'ai pas très bien formulée à tout à l'heure, par rapport au terrain préexistant, à la période Covid, disons, parlant depuis la période 2000 jusqu'à 2020. Est-ce que quelque chose a déjà changé pendant cette période dans la mentalité des médecins? Évidemment, il y a des changements au niveau structure et fonctionnement. Les médecins hospitaliers sont devenus des employeurs et des prestataires et sont plus indépendants, ce qui crée d'autres responsabilités, une autre marge de manœuvre dans leur manière à fonctionner, une autre identité, peut-être avec la structure aussi pour qui on travaille. Donc, est-ce qu'on est maintenant à un point où peut-être, avec tout ce qui s'est passé, tout ce que tu nous parles, au fond, ce sont des sujets, on devrait de toute façon à un moment donné parler, et est-ce que c'est pas une opportunité maintenant à réveiller, Bien sûr. à discuter ce qu'il fallait à un moment donné de toute façon toucher? Pour moi, c'est la raison pour laquelle je suis avec toi aujourd'hui pour en parler. C'est parce que j'ai le sentiment qu'on est dans une période de bascule. Si d'aventure on finit par s'habituer à cette forme de logique à laquelle on a été confronté pendant ces 2 dernières années. Et je suis très inquiet de cette espèce de nouvelle normalité ou nouvelle vérité qui s'installe sur des principes qui sont contraires à la science, finalement. Et ça, je suis très, très inquiet de voir qu'on ne s'autorise plus à interpeller, à se poser des questions, à travailler de manière libre, à assumer ses responsabilités. On est dans un monde où on est plus à obéir. Et ça, c'est un monde qui est quand même très préoccupant parce que la logique qui est aujourd'hui appliquée, c'est plus une logique que je considère comme étant rationnelle. C'est terrifiant de dire une chose pareille. Pour moi, la rationalité, c'est fait partie de mes fondements existentiels. Je ne pourrais pas imaginer arrêter de réfléchir et d'obéir uniquement. Je m'interroge. C'est pour ça que tu parlais d'expert. Je ne me considère pas comme un expert. J'ai simplement un regard médical qui fait qu'il y a certaines choses médicales et scientifiques que je peux aborder plus facilement que certaines autres. J'ai une expérience dans le domaine médical que je peux volontiers mettre à profit pour une bonne compréhension de la situation. Mais au niveau politique ou d'autres, je m'interroge, je me pose des questions, et c'est le conseil que je pourrais donner à tout citoyen. C'est de dire, sortez des médias corrompus, parce
il faut appeler un chat. C'est que pour moi, aujourd'hui, la grande majorité des médias mainstream, j'ai eu encore un exemple personnel, à titre personnel, que j'ai vécu moi-même avec la télévision suisse romande. Pour moi, la manière dont les choses se sont passées était anormale. Je la fais courte. J'ai été sollicité pour participer à une émission qui se voulait ouvrir le débat, donner la parole aux personnes dissidentes qui exprimaient un avis différent des autorités durant cette crise. J'ai eu un entretien avec les réalisateurs au terme duquel j'étais pas totalement rassuré, bien que l'interview premier s'est très très bien passé, je n'ai rien à dire là-dessus. Mais j'avais un mauvais sentiment. Et donc j'ai renoncé à participer à cette émission de temps présent. Ça n'est que quelques jours avant l'émission que je reçois un mail me remerciant d'avoir participé à l'émission. Et en recevant ce mail qui évidemment m'interpelle, puisque j'ai renoncé à participer, j'ai tout de suite imaginé qu'ils allaient saisir des éléments publics, rendus publics, parce que je m'étais exprimé durant la période de ces 2 votations sur des sujets médicaux, et qu'ils allaient les sortir de leur contexte, les amalgamer avec d'autres intervenants pour essayer de tordre ce que j'avais à exprimer. Donc je les ai tout de suite mis en garde, ils m'ont rassuré que ça serait nickel, jusqu'au moment où je reçois déjà la première information, c'est celle du titre de l'émission, pensant que ça serait une émission équitable, où on allait donner la parole aux paroles dissonantes, à ceux qui expriment quelque chose de différent. Le titre, c'était une épidémie de fake news. Enfin, je me souviens plus du début, c'était la crise Corona, une épidémie de fake news. Ça a été une émission, à mon avis, à charge. C'est-à-dire que l'objectif n'était pas de mettre en balance des informations qui étaient juste ou fausses de part et d'autre, dans les 2 camps. C'était une émission à charge où on a utilisé des éléments et des expressions qui ont été formulées par des gens qui étaient en opposition et pour tâcher de les déformer et les discréditer. Or, si on regarde bien l'historique, et je demande là un effort de la part de la population en ce qui concerne les fake news, mais qui a donné des fake news? Nos autorités n'ont fait que donner des fake news. Un vaccin, je ne parle pas de la qualification du vaccin, techniquement, et de l'appellation, qui pourrait être quand même assez discutée vis-à-vis de ces vaccins ARN messagers. Un vaccin est là pour protéger l'individu et la personne vaccinée à titre préventif. Ce n'est pas une thérapie, ce n'est pas une thérapeutique. Thérapeutique soigne des gens malades. Donc, à partir du moment où on injecte avec un vaccin une personne saine, ou dite saine qui n'est pas atteinte de la maladie, on n'a déjà pas le droit de prendre le moindre risque. C'est un titre préventif. Donc, je perds le fil. Tu parlais des techniques pour décrédibiliser les gens de la part de médias, où voilà, on essaie de construire un truc pour donner mauvaise image à quelqu'un. Et il y avait la situation avec la télévision suisse romande, tu disais. Oui. Où j'interpelle finalement les personnes, je leur demande de se poser des questions et de faire une machine arrière concernant les fake news, de quel côté elles viennent. Alors, on peut se tromper, il y a peut-être des informations qui sont venues des personnes qui étaient très critiques, qui n'étaient pas justes, etc. Donc, il y a sans doute eu des affirmations qui n'étaient pas totalement exactes. On était quand même dans l'interrogation. Mais avec le recul, on constate simplement que les autorités n'ont pas arrêté de nous donner des fake news, puisque finalement, le vaccin qui avait cette caractéristique technique de devoir protéger les patients, on s'est aperçu que finalement, ils ont admis que les personnes qui étaient vaccinées n'étaient pas complètement protégées. Non seulement elles n'étaient pas protégées, mais pouvaient
contaminer d'autres personnes tout en étant vaccinés. Donc, cette cabale absolument terrifiante auprès des personnes, cette culpabilisation voulue auprès de la population qui ne voulait pas se faire vacciner en disant « mais vous êtes des irresponsables, vous ne voulez pas vous faire vacciner, vous allez contaminer la planète entière ». Tout d'un coup, ça c'est comme un soufflet. Il est retombé au moment où on a appris que les personnes vaccinées pouvaient être quand même atteintes et qu'elles pouvaient aussi transmettre. Après, on nous a dit oui, mais ça va empêcher les formes graves, ce qui ne semble pas franchement se traduire dans la réalité sur le plan statistique pour tous les pays dans lesquels le pourcentage des personnes est très élevé de la vaccination. On a d'abord mis en balance les personnes des unités de soins intensifs pour montrer à quel point les personnes non vaccinées étaient beaucoup plus vulnérables, iraient aux soins intensifs. Alors là-dessus, on a remis encore une couche en disant, voyez, vous payez, tous ceux qui sont non vaccinés, ils vont aller dans les unités de soins intensifs. C'est les gens qui vont devoir payer. Il faut refuser les unités de soins intensifs pour ces personnes-là qui sont irresponsables. Donc, chaque fois, ça a été des éléments concordants mis bout à bout qui n'ont eu comme objectif de stigmatiser, culpabiliser, alors que finalement, on s'aperçoit que ce vaccin n'est pas d'une grande efficacité, c'est le moins qu'on puisse dire, que vis-à-vis des variants, il y a même des situations où l'hypothèse existe comme quoi certaines personnes peuvent même réagir davantage s'ils ont été vaccinés précédemment. Donc ça interpelle sur le mécanisme qui sont... donc les fake news, j'ai envie de leur dire, mais elles viennent de nos autorités, là. Enfin, il suffit juste de regarder et puis c'est tout. Enfin, simplement de jeter un regard sur ce qui s'est passé. Donc, cette émission était à charge, très clairement, et je n'ai pas très confiance, franchement. Tu l'as senti? Je l'ai senti, j'ai flairé que c'était... j'avais déjà une expérience moyenne précédemment. Cette fois, voilà, je n'ai pas participé, mais j'ai quand même participé. Ils m'ont remercié, c'est gentil. Alors, tu apprends quelque part ce qui concerne la communication avec les médias. Quel est l'apprentissage, the lesson learned, la leçon apprise la plus importante avec les médias mainstream? Alors, j'aurais envie de te dire, bon, là, je suis avec quelque part des médias aussi. Ouais. Voilà. Pour moi, c'est la confiance. Ouais. Mais je me rends compte qu'avec les médias mainstream, je ne peux pas avoir confiance. Voilà. Donc, je ne suis pas dans une relation de confiance. Je suis dans une relation de défiance. Et vis-à-vis d'une relation de défiance, il est important que les personnes prennent garde, fassent attention. Et une possibilité de relecture, qu'ils mettent des garde-fous pour pas que les éléments qui peuvent ensuite transmettre librement, parce qu'après c'est le langage, hein, les manipulations peuvent être terribles. Dieu sait si on peut, sorti du contexte, modifier complètement le sens de ce qu'on a voulu dire. Donc là, je mets vraiment en garde les personnes qui osent s'exprimer et qui ont un avis divergent, de ne pas se laisser aller à accepter des invitations de ce genre des médias mainstream, et que s'ils acceptent, c'est toujours dommage d'être face à une chaise vide, parce qu'on peut toujours vous reprocher le fait que vous avez décliné l'invitation, et donc finalement, voilà, c'est de votre faute, hein, parce qu'on vous a donné la possibilité de vous exprimer. Mais quand les dés sont pipés, il faut mettre bien en garde les personnes qui y vont, qu'ils doivent s'assurer absolument à ce que ça soit exactement ce qu'ils ont exprimé qui va être publié aussi dans les journaux. C'est la même chose. Demander systématiquement, lorsqu'on est interviewé, à avoir un droit de regard avant publication pour que les personnes qui se sont exprimées puissent vérifier que c'est exactement ça qu'ils ont dit. Donc voilà, mais je pense qu'effectivement, c'est mieux de pouvoir s'exprimer. Mais quand on n'a vraiment pas confiance, voilà, parfois il vaut mieux se retirer. Bon, le but, c'est de donner un espace à parler aux gens avec qui j'ai l'occasion
à poser des questions. Je te donne l'espace pour exprimer et je donnerai à tout le monde. Je donnerai aussi aux gens qui travaillent pour les autorités. J'ai aucun problème. Je serais très honoré si je pourrais parler avec le médecin cantonal, la pharmacienne cantonale, même cas de figure, on va pas couper, pour donner des avis différents. Non, moi, tu as le courage de le faire. Après, tout le monde, tout le monde n'est pas soumis à des pressions. Moi, j'ai eu des pressions parce que j'étais condamné donc, par la commission de déontologie de la Société vaudoise de médecine parce que je me suis exprimé. Pour ce que je me suis exprimé, je comprends toujours pas les motifs. On t'a dit les motifs de cette décision. C'est une démarche finalement assez curieuse puisque c'est à l'issue de ces, disons, des discours publics que j'ai exprimés dans le cadre de ces 2 vatations que j'ai relaté le fait de mon appartenance à la Société vaudoise de médecine, ce qui a valu des réactions de la part de certains de mes collègues appartenant à la Société vaudoise de médecine qui ont interpellé le comité dont je faisais partie et le président pour dire mais c'est quoi ce type, il raconte n'importe quoi, il ne faut pas le laisser partir, il donne l'impression que l'ensemble de la collectivité pense la même chose que lui, mais ce n'est pas le cas. Bon. Je n'ai jamais dit que je parlais au nom de la Société vaudoise de médecine, mais mon appartenance à la Société vaudoise de médecine me qualifie quelque part. 30 ans de Société vaudoise de médecine, des responsabilités importantes, me donner la légitimité de faire état de cette situation sans faire... Donc tu étais condamné de la part de la commission de déontologie, et tu es encore maintenant membre de la société médicale ou pas? Alors, l'affaire en cours, hein, donc c'est un peu délicat pour moi de m'en parler, mais j'en parle volontiers dans la mesure où je dis la vérité telle qu'elle se présente aujourd'hui pour interpeller finalement les gens qui m'écoutent et pour leur faire prendre conscience qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas tout à fait normales qui sont en train de se passer, sur le plan du droit, purement. Alors c'est une démarche évidemment privée, dans la mesure où la Société vaudoise de médecine est une entité privée. Par contre, le code de déontologie, c'est le code de déontologie de la Fédération des médecins suisses. Donc, le code de déontologie est censé cadrer les relations intercollègues et la manière dont le corps médical doit se positionner. Donc, ces articles-là définissent un peu un cadre dans lequel l'activité médicale doit se faire dans une collectivité, une société. Voilà. Donc, c'est une forme, c'est pas de l'éthique, mais c'est de la déontologie. Et puis là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'issue d'un article, notamment dans le BIC, qui a exprimé que j'étais anti-vax, etc., qui a été très agressif, avec des réseaux sociaux dont certaines personnes se sont complètement lâchées à mon égard de manière extrêmement agressive. Les dégâts des réseaux sociaux sont considérables. À juger bon, vu les pressions de certains membres de la Société vaudoise, pour une réaction du président, a jugé bon d'interpeller la commission de déontologie pour dire il faut faire une enquête parce que ce docteur dépasse les bornes. Et la commission de déontologie a considéré qu'il y avait une possible violation d'un article 19, peut-être même par la suite rajouté d'un autre article. L'article 19 qui dit que tout médecin doit participer à l'effort de prévention dans le cadre de la médecine et de la société. Et puis l'autre article, 21 ou 23, je ne me souviens plus du chiffre, fait état de la possibilité et de la manière dont les médecins doivent se comporter à l'égard des médias. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire ou pas dire. Mais c'est surtout l'article 19 qui, en fait, m'a été reproché. C'était une première audience sur le plan de la démarche. Après, c'était d'écouter finalement les 2 parties, le dénonciateur et le dénoncé. J'avais invité à ce que tu m'accompagnes parce que j'avais l'impression qu'on pouvait inviter quelqu'un. Au dernier moment, on m'a signifié que ce n'était pas le cas. Il y a eu un malentendu ou je ne sais quoi. Mais enfin, peu importe, ce n'est pas la chose élémentaire. Mais enfin, il me semblait que j'avais relativement bien défendu ma position. Et ma position, elle était de dire, moi, c'est le principe de précaution qui m'intéresse. Voilà. Et si j'ai réagi vis-à-vis de cette vaccination, etc., des situations, et si j'ai été très critique, c'est pour moi le principe de précaution en lien notamment avec la vaccination. Quand j'ai exprimé le fait que je disais aux gens de résister,
c'est que pour moi, la résistance passait par ne pas accepter les conditions dans lesquelles cette vaccination était faite. C'est-à-dire, la liberté, le consentement libre et éclairé devait être absolument fait. Ce que Unisanté en particulier n'a pas jugé bon de soutenir. Pour moi, ça devait être fait de manière écrite, c'est-à-dire que comme n'importe quelle intervention chirurgicale, on aboutit à l'issue d'un entretien à un accord dans lequel le patient reconnaît qu'il a eu les informations utiles et nécessaires, suffisantes pour pouvoir prendre une décision librement et en étant éclairé, surtout en étant éclairé. La liberté, c'était encore autre chose. Mais donc, je défendais ça, et pour moi, il n'y avait pas matière à me condamner. Pour moi, clairement, il n'y a pas matière. On peut discuter sur des détails. C'est vrai qu'à l'époque, on pouvait quand même considérer que pour les personnes âgées à risque en particulier, qui étaient d'ailleurs la cible de la vaccination au départ, c'est ce que les autorités d'ailleurs médicales ont exprimé. Il faut vacciner les personnes fragiles qui risquent de mourir, ce qui est vrai. Donc là, il y avait une légitimité à même prendre des risques chez ces personnes-là parce qu'elles-mêmes prennent des risques lorsqu'elles sont... OK. Là, je n'avais peut-être pas dit, sous réserve des personnes âgées, la vaccination pouvait encore se justifier. Donc, mais en fait, l'aspect réticence ou résistance participait davantage du fait que les conditions dans lesquelles la vaccination était faite ne m'apparaissaient pas répondre à l'éthique professionnelle. Donc, c'est quand même assez curieux de se faire condamner par la commission de déontologie lorsque vous défendez, et lorsque j'ai défendu pendant 30 ans l'éthique professionnelle, que j'ai activement exercée. Donc, j'ai une petite idée quand même de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce que c'est que le respect du patient, ce que c'est que le respect de son choix. On ne peut pas tordre quelqu'un vis-à-vis d'un choix, on ne peut pas l'obliger à faire quelque chose, surtout dans le plan médical. Donc pour moi, j'ai une légitimité. Ce qui est intéressant, c'est que donc, j'ai reçu une décision après que je l'ai pu les revoir, juste avant qu'ils prennent décision, accompagné d'une avocate. J'ai pu m'exprimer très librement, le plus largement possible. Au début, je sentais un peu de compréhension dans cette discussion. Ça a duré bien 1 heure. En tout cas, mais sur la fin, beaucoup d'agressivité, pour moi, qui n'avait pas lieu d'être. On est entre collègues, on discute de certaines choses, même si ça ne leur plaît pas, je pense qu'on doit rester... un de mes collègues particulièrement virulent contre moi était à l'époque quand même émotionnellement impliqué, puisqu'il est tombé gravement malade, il est allé en unité de soins intensifs. Je pense que ce n'était pas la bonne personne pour participer à ça, quand on est émotionnellement à ce point-là touché. Voilà, donc c'est une petite remarque comme ça. J'ai reçu le résultat, donc, et ce résultat, c'est une condamnation. Une condamnation à une amende pécuniaire, financière, et l'exclusion de la Société vaudoise de médecine. Donc, je ne te cache pas que l'exclusion ne me dérange que moyennement, puisque je suis assez déçu de l'attitude de la Société vaudoise de médecine d'une manière générale dans le cadre de cette crise. J'aurais préféré que finalement ce soit moi qui donne la démission. C'est pour ça que finalement l'exclusion, c'est comme si j'acceptais cette... Donc j'exprime une réserve sur la manière dont je vais réagir vis-à-vis de ça. Concernant la peine pécuniaire, une chose assez curieuse sur le plan du droit qui m'interpelle, c'est que j'ai pas reçu les motifs de ma condamnation. Quand on condamne quelqu'un, en général, on laisse la possibilité à la personne condamnée de savoir de quoi les condamner et qu'est-ce qu'on lui reproche formellement. Aujourd'hui, je ne comprends pas. Et on ne m'a pas donné motif. Et on a sorti cette condamnation au fait que la peine pécuniaire pourrait être réduite si je ne demandais pas les motifs. Donc je te laisse imaginer ce que ça signifie. Comment, sur le plan du droit, on puisse demander à quelqu'un d'accepter une condamnation qu'il ne comprend pas, pour laquelle il n'est pas d'accord, en mettant à côté le fait que la peine pécuniaire à laquelle il est condamné à payer soit réduite s'il ne demande pas les motifs. Alors, soit ils sont pas sûrs d'eux, hein, alors, ils ne savent pas comment argumenter,
ou alors ça donne tellement de travail que de faire un travail de ce genre que ça doit être rémunéré. Encore qu'ils ont déjà, dans le cadre de cette commission de déontologie, une rémunération pour le travail qu'ils font. Hein. Je le sais. Ça ne me dérange pas, c'est un boulot, ils le font, ok. Mais là, je m'interroge sur la manière dont les choses se passent sur le plan juridique. Donc, à ce stade, au jour où je te parle, j'ai toujours pas l'exposé des motifs. Je les attends. Je ferai opposition, c'est évident. Je suis résolu à aller jusqu'au bout. Je n'accepte pas une condamnation dans les conditions et considérant les éléments sur lesquels je me suis appuyé pour aller de l'avant. Tu m'as dit tout à l'heure que je faisais attention au message et à la manière dont je parlais. J'essaye d'être au plus près de ce que je pense, sans froisser les gens, mais en essayant d'être explicite, donc d'avoir quand même un discours clair, d'exprimer des choses, des convictions qu'on a profondes, ok. Mais je ne suis pas accusateur, je ne suis pas revendicateur, je défends ma position. Et je continuerai à la défendre, coûte que coûte. Philippe, depuis début mars, c'est devenu étonnamment calme hein, par rapport au Covid dans les médias. La guerre en Ukraine prend beaucoup de place. Oui. Et c'est vrai, des guerres toujours tragiques, n'est-ce pas? Moi, j'ai vu la guerre en Afrique, en Afghanistan. Moi, je suis très étonné par rapport à la place que ça prend maintenant dans les médias, comme il n'y a plus autre chose. Il y a beaucoup de la guerre en Ukraine. Mais le Covid, on en est où maintenant? Pour moi, disons, la manière dont on traite cette dramatique situation, une guerre, on ne peut jamais plébisciter ou disons, dire aller en guerre, c'est une chose qu'il faut faire. Non. Je pense qu'arrivé au XXIe siècle, on devrait arriver à ce que les conflits se résolvent différemment. Donc, je condamne avec la plus grande force la guerre, donc, l'agression, mais je constate encore une fois, en ayant la curiosité de voir ce qui s'est passé en amont de ce moment de guerre, pour constater que les choses ne sont pas aussi évidentes de ce que les médias aujourd'hui nous présentent. Je ne suis pas en train d'excuser la guerre. Je suis en train de comprendre quels ont été les mécanismes qui ont fait qu'on en arrive là, de manière aussi dramatique. Donc c'est plutôt dans cette démarche-là que j'analyse la situation de la guerre, un peu de la même manière que j'ai essayé d'analyser la situation de crise Corona. Et je me rends compte que la manière dont les médias ont eu de traiter la crise sanitaire, Corona, est la même que celle qui leur permet maintenant de traiter la problématique de la guerre en Ukraine. C'est la même chose. Et je trouve qu'il y a énormément de propagande derrière le positionnement adopté par les médias ou présenté par les médias. Je suis personnellement, en tant que citoyen, puisque dans les 2 campagnes référendaires, j'ai été amené à parler au nom des Amis de la Constitution. J'ai été choqué par la position que la Suisse a adoptée dans cette situation-là. Même si c'est choquant la guerre, même si on doit condamner l'agression russe, on doit aussi se préoccuper de savoir finalement s'il n'y a pas des gens en Ukraine ou dans certaines régions de l'Ukraine n'ont pas subi pendant plusieurs années, depuis 2014, aussi des agressions et que cette guerre finalement n'est pas qu'une continuité de la guerre qui a été commencée plutôt en 2014 qu'en 2022. Je pense que là, il y a une réflexion à entamer. C'est complexe, il faut essayer d'être le plus juste possible, le plus nuancé, mais la manière dont la Suisse a eu de réagir
en emboîtant le pas sur le diktat de l'Union européenne et des États-Unis pour leur demander de sortir de leur neutralité, ce qui est pour moi la fierté, c'est ma fierté d'être suisse. Alors, la neutralité, c'est aussi de l'opportunisme. Ça peut être. Et donc, peut-être qu'une partie de la prospérité suisse réside dans le fait que la neutralité, c'est pas prendre position et essayer de tirer les marrons du feu. En l'occurrence, ça nous a été profitable, mais le positionnement de la neutralité, c'est un magnifique positionnement. On ne prend pas parti et surtout, ça donne la légitimité ensuite à la Suisse d'offrir, comme elle l'a toujours fait, ses bons offices pour un règlement pacifique d'un conflit armé. C'est ça qu'on a tué aujourd'hui. Et en prenant délibérément parti dans les sanctions, notamment économiques, et maintenant quand on voit que même des militaires suisses participent à des exercices avec des belligérants ukrainiens qui sont en guerre, je peux comprendre que la partie adverse puisse considérer qu'on est aussi en guerre comme les autres pays qui ont déclaré qu'elles voulaient prendre des dispositions contraignantes sur le plan économique, qui vont d'ailleurs avoir un effet catastrophique sur les populations. Catastrophique. On le voit avec le prix. Enfin, je ne veux pas entrer dans les considérations politiques parce qu'on dépasse de très loin le cadre médical pour lequel tu m'avais demandé d'être interviewé. Mais pour moi, ce qui est très troublant, c'est de constater que la manière dont les médias ont eu de traiter le sujet avant est le même qu'ils ont traité et ils traitent. Donc, j'invite vraiment la population, je ne suis pas en train de leur dire quels sont les médias qu'ils doivent... j'invite la population à aller regarder, écouter, s'intéresser, avoir la curiosité de voir ce que des médias qui ne sont pas subventionnés par toujours les mêmes disent, expriment. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais comme ça, on peut se faire enfin une opinion. Et c'est de la responsabilité des individus de se renseigner avant d'accepter comme absolu le positionnement de nos autorités pour lequel on a confiance, mais pour lequel aujourd'hui, moi, je suis en train sérieusement de perdre confiance. Et c'est probablement une des résistances les plus terribles que les Suisses à vaincre pour un Suisse, c'est d'arriver à la conclusion ou entamer une démarche qui risquerait de leur faire perdre confiance auprès des autorités pour lesquelles ils ont voué une confiance aveugle, presque aveugle. C'est que notre prospérité nous a fait dire qu'ils ont toujours fait juste pour le bien de la population. Aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais j'ai l'impression que nos autorités ne choisissent pas toujours les options pour le bien de la collectivité, que leur principale préoccupation, ça n'est pas ça, c'est d'autres préoccupations qui sont de l'ordre peut-être économique. Philippe, je te remercie beaucoup d'être venu. J'ai eu beaucoup de plaisir d'écouter. Tu es d'accord si on va finir avec la conclusion que la démocratie demande la capacité à prendre la responsabilité. Pas de démocratie sans responsabilité, responsabilité individuelle. Et cela demande la capacité à pouvoir réfléchir clair. Absolument. Sortir de l'émotion et un bon lien avec soi-même. On peut dire, je mets à part un peu les émotions, je garde une bonne clarté, la capacité à réfléchir. Tu es d'accord avec ça? Absolument. Et je dirais, je rajoutais encore une chose, parce qu'on était confronté durant cette crise sanitaire notamment à la difficulté qu'il y avait d'échanger sur ce sujet-là. Et au conflit que potentiellement ça a pu engendrer. Je regrette qu'on ne soit pas dans une démarche
plurielle, une démarche d'ouverture, une démarche de discussion, même si on ne partage pas les mêmes points de vue. Et là, nos autorités ont joué un très mauvais rôle en ce qui concerne la culpabilité, la peur. Enfin, elles ont utilisé des choses que les autorités ne devraient pas utiliser. Faire preuve d'autorité et pas d'autoritarisme. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.